Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF où nous allons aborder un sujet passionnant, c'est celui de la République. La République a une histoire, elle a une réalité et on entend beaucoup aujourd'hui parler de République, on parle d'ordre républicain, on parle de valeurs républicaines, mais qu'est-ce que c'est cette République? Est-ce que cette République, justement, qui a une histoire, est aussi adaptée à la société de ce temps? C'est ce dont nous allons parler pendant cette émission avec Marie Lebec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de la 4e circonscription des Yvelines. Vous êtes la première vice-présidente du groupe LREM à l'Assemblée. Tout à fait. Florence Mercadet-Choquet, bonjour. Bonjour, vous êtes Patrice. Avocate au barreau de Versailles. Et alors, en visio, nous sommes avec Didier Fischer. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maire de Coignières, mais vous êtes aussi historien et vous venez de publier une biographie qui s'appelle Léon Blum, donc qui est consacrée à Léon Blum. Hein. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Aux éditions Ellipse. Et justement, c'est passionnant parce que dans ce livre, on va en reparler, vous parlez justement des valeurs républicaines de Léon Blum. Et puis, nous sommes aussi avec Stéphane Monson. Bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Professeur de droit à l'université de Versailles-Saint-Quentin, vous êtes ancien doyen de cette université. Alors, on va parler de la République, peut-être avant Marie Lebec, puisque vous êtes ici, il y a cette polémique, peut-être cette affaire d'État, je ne sais pas comment il faut le qualifier, sur l'article 24 de la loi sur la sécurité globale. On rappelle en gros, c'est un article qui est censé protéger les policiers contre la diffusion d'images dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Et le vote de cet article est tombé au moment où il y a eu une bavure policière dans le 17e arrondissement et où on se dit justement, s'il n'y avait pas eu d'images, peut-être qu'on ne les saurait pas. Comment ça se passe? L'article est voté. Alors, l'article est voté en première lecture à l'Assemblée nationale et maintenant on est dans le cadre de la navette parlementaire, c'est-à-dire que le texte va partir au Sénat où il va être débattu, enrichi, et puis on verra soit les deux chambres se mettre d'accord sur une rédaction, soit le texte revient à l'Assemblée nationale. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de cette polémique? Évidemment, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est au premier plan, il est sous le feu des critiques, évidemment. Alors, sur l'article 24 et sur l'agression dont a été victime Michel Ziegler, je crois que c'est deux sujets qui sont très différents. Parce que l'article 24, et c'est notamment le sens des débats parlementaires, et c'est pour ça que c'est aussi une discussion intéressante, a été largement enrichi pour dire qu'il faut que quand on utilise l'article 24, quand on cherche à le faire appliquer s'il devait être adopté définitivement, ça ne nuit pas à la liberté d'informer et au droit de la presse, et ça doit être avec l'intention manifeste de nuire aux forces de l'ordre. Or là, on voit bien que la diffusion des images dans le cadre de l'affaire Michel Ziegler, elle ne nuit pas aux policiers, elle permet d'informer, elle permet d'alerter sur une bavure, une dérive qui doit être fermement sanctionnée. Je crois que ce sont deux affaires totalement différentes. En revanche, moi je suis pour cet article 24, peut-être qu'il doit être enrichi, amélioré, mais je crois que c'est le sens aussi du travail parlementaire, pour la simple et bonne raison que moi je viens d'un département où il y a deux représentants de la police, mais aussi un enseignant qui ont été assassinés, et notamment pour lesquels on a diffusé des images d'eux, et on a donné des informations personnelles sur leur vie privée, permettant à la fois de les identifier et de les retrouver. Et c'est avec cet article 24, c'est ce contre quoi nous essayons de lutter. Alors évidemment, on en avait parlé déjà ici, mais c'est l'ambiguïté de cette intention de nuire qui peut poser problème. Moi, je fais confiance dans la justice de notre pays pour justement être en capacité d'établir. Je crois que c'est très important de donner aux juges. Mais vous voyez bien que c'est très différent quand vous diffusez une vidéo comme ça a été fait pour l'affaire Michel Ziegler en alertant sur des comportements, et quand vous diffusez une vidéo en indiquant où vont les enfants de ce policier à l'école, à quelle heure l'enseignant quitte les cours, par quel chemin il rentre chez lui. Vous voyez bien qu'il y a une différence très nette de ce qu'est l'intention de nuire. Sur cette, vous avez déjà des articles dans le code pénal, donc je ne pense pas que l'article 24 sur ce terrain-là apporte quoi que ce soit, puisque c'est déjà réprimé par le code. Mais ne pensez-vous pas que sur l'intention manifeste de nuire, si par exemple la personne qui filmait, au lieu de filmer de chez elle, était dans la rue en train de filmer, vous pourriez avoir un policier qui dise « je vous donne l'injonction d'arrêter de filmer, je vous donne et
vous avez une intention manifeste de me nuire puisque vous continuez à filmer et hop, garde à vue. Même si derrière la garde à vue sera levée, puisqu'il n'y aura rien à reprocher, mais vous aurez coupé le film à ce moment-là et la personne sera en garde à vue pendant la fin de toutes ces problématiques, alors que ce soit l'agression de Michel Zegler ou que ce soit dans des manifestations ou autres. Et ça, c'est la véritable crainte aussi que l'on peut avoir par rapport à cet article. C'est pour ça qu'on a apporté effectivement toutes les précisions en indiquant que ça ne devait pas entraver à la liberté d'information ou à la liberté de la presse. Je crois que c'était une précision qui était importante et qui était attendue dans le cadre du débat. Et puis il y a eu effectivement un peu cette discussion autour de la diffusion en direct. Mais il faut quand même noter que dans ce texte de loi sur la sécurité globale, on a aussi le renforcement de l'utilisation des caméras piétons qui sont portées sur les policiers. Donc on considère que l'image, le simple fait de filmer, n'est pas une intention de nuire. Il faut plutôt considérer le fait de dire c'est qu'est-ce que vous allez mettre comme message avec cette vidéo. Et puis au demeurant, encore une fois, j'entends que effectivement certains estiment que il peut y avoir, ça peut enfreindre à la liberté de la presse, mais vous savez bien comme moi que dans une manifestation, dans le cadre d'une manifestation, s'il y a des scènes violentes, s'il y a des débordements, la police est plutôt occupée à contenir ces débordements qu'à empêcher les gens de filmer. Aujourd'hui, quasiment tout le monde va en manifestation avec des caméras, que ce soit les forces de l'ordre d'ailleurs, et c'est une bonne chose, ou que ce soit les manifestants. Donc je crois que il ne faut pas estimer qu'on ne pourra plus informer, mais vraiment se dire que c'est dans un cadre très restreint qui permet de protéger. Vous avez dit, on ne peut pas retirer... il y a déjà des articles qui permettent de sanctionner. Mais ce n'est pas exact, puisqu'on ne peut pas retirer certaines informations qui ne sont pas des appels à la violence, mais qui sont des informations qui relèvent de votre vie privée et qui pourraient potentiellement vous mettre en danger. Il y a une intention de nuire, manifeste. Donc on peut aller sur le terrain de l'intention de nuire. Est-ce que sur ce sujet, Didier Fischer ou Stéphane Monceau voulaient intervenir ou... Non, moi, Florence le notait, et puis je rejoins d'ailleurs assez globalement ce que précise Marie Lebec, c'est-à-dire que d'un côté, c'est vrai qu'on ne peut pas laisser se propager des images, des informations qui concernent les membres des forces de l'ordre dans leur vie privée. Et c'est vrai que dans les Yvelines, on est bien placé pour savoir ce à quoi ça a pu aboutir. Et il n'y a pas de raison de ne pas également protéger les forces de l'ordre en intervention lorsqu'elles respectent le droit, et c'est le cas dans 99,9% des hypothèses. De l'autre côté, moi j'ai plutôt confiance dans la jurisprudence, c'est-à-dire que la liberté d'informer, la libre communication des idées et des opinions, la liberté d'expression, elle est, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, très fortement ancrée dans notre système juridique. Donc je pense que devant un juge, c'est la liberté d'information, la liberté d'expression, la liberté, voire même le devoir de dénoncer d'éventuelles violences, d'éventuelles exactions qui l'emportera. Mais je n'oublie pas malgré tout que il est à un moment ou à un autre indispensable de donner un certain nombre de garanties aux forces de l'ordre en intervention. Très bien. Oui, mais ce qui est noté, et ce qui d'ailleurs est diffusé sur les informations, en tout cas ce matin, c'est que vous avez l'article 25 de l'autre projet de loi qui est en cours d'étude sur le renforcement des valeurs de la République. Voilà, renforcement des valeurs de la République. Et cet article 25 a été fait justement pour protéger... En réalité, cet article découle de l'assassinat de ce professeur. Et cet article 25 correspond à l'article 24, sauf que l'article 24 va toucher à la loi sur la presse et l'article 25 va toucher au code pénal, mais il recouvre les mêmes domaines. Donc pourquoi ne pas abandonner cet article 24 et laisser l'article 25 qui arrive au même but? Alors, déjà à noter, c'est une proposition de loi où est l'article 24 sur la sécurité globale, donc à l'initiative des parlementaires. La loi séparatisme ou valeurs républicaines est un projet de loi à l'initiative du gouvernement.
les temps de débat ne sont pas exactement les mêmes, mais vous avez raison, peut-être que l'article 25 rendra caduc de fait l'article 24, et dans ce cas, on pourra le supprimer dans le cadre de la discussion parlementaire. Je crois que ce qui est important, c'est de s'accorder le temps du débat, et moi je trouve ça très intéressant que l'on puisse confronter nos opinions, que l'on puisse enrichir l'article si on souhaite le garder, qu'on puisse le supprimer si cela est nécessaire, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ce débat, ça me paraît être un débat légitime. Quelle utilisation on fait des images, surtout quelle utilisation on en fait sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des zones de non-droit sur lesquelles on peut faire ce qu'on veut et n'importe quoi. Et puis effectivement, je crois que peut-être que l'article 25 finalement se prêtera mieux ayant une exception plus large de son utilisation, et que l'article 24 de fait sera supprimé. Mais il n'y a pas de sujet dans ce cas dans la discussion parlementaire de le retirer. C'est aussi comme ça qu'on construit la loi. De toute façon, il y a une navette, vous le disiez, avec le Sénat, et puis après, il y a aussi le Conseil constitutionnel qui peut être saisi. Alors, on va passer justement à la République. Et justement, la République, c'est quoi? C'est le premier thème de l'émission. Alors, quand on assiste à une déclaration du président de la République, ça se termine toujours par « Vive la France, vive la République », hein, c'est le dernier mot. Stéphane Manceau, on sait depuis quand? Est-ce que moi, il me semble que c'est depuis De Gaulle, mais peut-être que je me trompe. Qu'on dit que c'est. Vous voyez, je me retournerai vers Didier. Mais historien. Non, il me semble qu'assez logiquement. Vous me semblez être dans le juste, parce qu'au fond, la retransmission télévisée d'allocutions présidentielles avant De Gaulle, je crois qu'il y en a eu assez peu, il me semble que c'est assez gaullien cette proclamation, qui, me semble-t-il, se fait toutefois dans un ordre inverse de celui que vous évoquiez. Vive la République, vive la France, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Didier Fischer. Oui. Je rejoins Stéphane Mançon sur le sujet. Je pense qu'effectivement, c'est à partir du début de la Ve République, et c'est effectivement De Gaulle, en tous les cas, c'est ce qui ressort des archives que j'ai pu en effet consulter ces dernières années. C'est en effet plutôt De Gaulle qui, je dirais, conclut la plupart de ses discours. La plupart, hein, pas tous quand même. Hein. Par exemple, celui sur la tentative de putsch, il ne termine pas sur vive la République, vive la France. Hein. Mais la plupart de ses discours, il les conclut de cette façon-là. Cependant, quand on recherche un peu plus précisément les choses, on voit que, je dirais, cette formule est utilisée aussi sous la Troisième République, sous la Quatrième République, par des parlementaires, par exemple, hein, par le président de l'Assemblée constituante, par exemple en avril 1946, hein, Vincent Auriol notamment, hein, Vincent Auriol utilise cette formule, mais dans le sens inverse, vive la France, vive la République, quand il présente la Constitution donc de la Quatrième République, qui d'ailleurs n'a pas été adoptée à ce moment-là, puisque le vote au mois de mai fait que le texte est rejeté. Mais voilà, donc probablement c'est en effet à partir de Gaulle, formule gaulienne, comme le disait Stéphane Mançon, que l'habitude est prise en tous les cas à ce moment-là. Alors, je vais vous poser une question générale, je vais commencer par vous, Marie Lebec. Jusqu'à présent, enfin, il ne semblait pas plus faire de doute que la République était une valeur incontestée, incontestable même, depuis que la République a pris le pas sur la monarchie en tout cas. Et on a l'impression aujourd'hui que la République, l'idée même de République est fragilisée. Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Et est-ce qu'il faut la réaffirmer? Vous allez le faire d'ailleurs dans le projet de loi dont on parlait tout à l'heure. Alors, bientôt. Tout à fait. Je pense que l'idée peut-être est challengée parce que ça nécessite aussi, je crois, une forme d'adaptation à ce qu'on attend de la République au XXIe siècle. Ce n'est certainement pas la même chose que ce qu'on attendait sous la Troisième République, sous la Quatrième République et au début de la Cinquième. D'ailleurs, on voit certains responsables politiques qui appellent, c'est pas du tout mon cas ni les valeurs que je partage, mais à une Sixième République qui justement peut-être donnerait d'autres représentations, d'autres modes d'expression aux citoyens, d'autres façons de participer à la vie politique. Mais
ça, c'est l'organisation et le fonctionnement de notre système politique. Mais au-delà de ça, je crois que c'est une communauté de valeurs. Et nous, on a 3 grands principes fondateurs que sont liberté, égalité, fraternité. Et pour lequel je crois ça, c'est la devise de la République. C'est la devise de la République, mais qui nous donne un peu la communauté de destin à laquelle on appartient et qui, je crois, nécessite que du coup, il soit réaffirmé, il soit défendu, il soit collectivement défendu, au-delà, bien sûr, des différences que nous pouvons partager, des différences de valeurs, des différences de conception de la vie politique. Et en tant que responsable politique, j'aimerais que nous ayons, et ce sera intéressant dans le cadre des débats sur la loi sur les valeurs républicaines, que nous soyons en capacité justement de réaffirmer ce à quoi collectivement nous tenons et qui fait que nous, in fine, formons une nation qui partageons une communauté de valeurs. Alors, Didier Fischer et Stéphane et Florence, d'ailleurs, souvent, dans les principes de la République, Marie Lebec avait raison de rappeler le triptyque liberté, égalité, fraternité, mais on parle du gouvernement par le peuple, on parle de la recherche de l'intérêt collectif. Quelle est la différence, quelle différence on ferait entre la République et la démocratie ? C'est une bonne question. Je pense que Stéphane pourra peut-être y répondre plus facilement que moi. Mais déjà en France, ce qu'il faut remarquer à travers l'histoire, en effet, de la République, c'est que la République s'est construite contre la monarchie, contre le despotisme. Et donc, quelque part, en effet, République et démocratie en France sont liés. Et ça, c'est un point, je crois, qu'il faut quand même souligner. Mais peut-être que Stéphane pourrait préciser peut-être les différentes définitions qu'on pourrait en effet donner de la République et de la démocratie, mais... Oui, parce qu'il peut y avoir en effet des démocraties monarchiques, comme en Angleterre, comme en Espagne, etc. Les républiques ne sont pas forcément démocratiques. Et les démocraties peuvent être aussi des monarchies. On le voit bien, effectivement, en Europe, par exemple. On le constate. Donc, il y a bien... il y a en effet des différences, bien sûr. Oui, République. Pardon. Oui, pardon, Patrice. Oui, c'était pour répondre à votre question. C'est-à-dire que à l'origine, il y a en effet une distinction historique et théorique, c'est-à-dire que République, Didier Fischer le précisait, c'est en référence à l'Antiquité romaine, c'est-à-dire lorsque un certain système politique succède à la monarchie, c'est ce qui s'est passé, à Rome, et puis c'est ce qui se passe ensuite en 1789, et c'est pour ça qu'on fait référence à l'Antiquité romaine. Et puis République devient aussi progressivement, à partir du développement des idées humanistes, c'est-à-dire à partir de la Renaissance, ça devient le gouvernement, une forme de gouvernement idéal, c'est-à-dire le bon gouvernement, ce que Pierre Rosanvallon appelle le bon gouvernement. Et c'est pour cela que ce concept de république, il est repris, y compris par des systèmes politiques qui ne sont absolument pas démocratiques. Venise, Florence ont été des républiques qui n'étaient pas des républiques démocratiques, qui étaient plutôt de forme aristocratique. D'ailleurs, en 1789-91, il n'est pas question de considérer. Alors, la République est proclamée en 92, mais elle est tout de même dans tous les esprits dès 90-91. Il n'est pas question de consacrer une forme démocratique. Et on entend par démocratie à l'époque une forme de démocratie directe. Bon. De l'autre côté, la démocratie, c'est, alors vous citiez gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ça c'est la formule de Lincoln, me semble-t-il, mais qui relève du slogan. Moi, je préfère poser que la démocratie, c'est deux choses. C'est d'une part la possibilité d'être alternativement gouvernant et gouverné, et puis d'autre part, c'est la possibilité de prendre part à une délibération. De délibérer la loi, de délibérer la règle, c'est-à-dire de prendre part à un débat qui est susceptible de déboucher sur une solution, alors consensuelle ou non, mais enfin sur une solution acceptable par tous. Voilà. Mais Didier a raison en soulignant que historiquement, depuis la Deuxième République, en France depuis les années 1848, on pose évidemment que République et démocratie en France sont totalement indissociables. Il y a encore dans les régimes contemporains des républiques, alors il y a eu les républiques populaires,
qui n'étaient pas franchement démocratiques, les républiques islamiques qui ne le sont pas franchement toujours. En France, en tout cas, les deux sont ontologiquement liés. Marie Lebec, alors l'origine historique de la République, c'est plutôt à gauche. Vous êtes et de droite et de gauche, non. Il y a plus au fond, il n'y a plus de contestation partisane de la République. Aujourd'hui, on est autant républicain quand on est de gauche que de droite, que à l'Assemblée, par exemple. Vous voyez, même le Rassemblement national ne conteste plus la République. Oui, non, mais je le souhaite et je l'espère. C'est quand même un système dans lequel je pense. Enfin, je crois que cette notion de débat qui était évoquée par M. Mention est très, très intéressante, puisqu'en fait, finalement, c'est ça, c'est à la fois être en capacité d'agir pour l'intérêt général, qui n'est pas la somme des intérêts particuliers, ce que parfois on oublie. Et effectivement, la capacité de dire on accepte le débat et on accepte la divergence d'opinion. Et je crois pas qu'il y ait effectivement de droite ou de gauche, en tout cas sur aujourd'hui la République, et c'est heureux. Il y a peut-être plus de challenge sur l'acceptation du fait de dire l'autre n'est pas d'accord avec moi, mais je respecte pour autant ses idées. Et je crois que ce sera typiquement dans le projet de loi dont on parlait à l'instant, valeurs républicaines aussi, peut-être quelque chose qu'il faudra réaffirmer, puisque on parlait des manifestations particulièrement violentes ce week-end. On le voit aussi parfois dans le monde politique, des très fortes tensions dans la capacité à accepter que l'autre ait un avis qui soit divergent du sien. Et justement, si je peux, une question plus personnelle, vous êtes très jeune député au fond. Votre engagement politique, justement, quel était le fondement de cet engagement ? Pourquoi vous avez eu envie de faire de la politique, de vous lancer dans la vie politique ? Alors moi, à titre personnel, je suis quelqu'un naturellement très engagé. J'aime convaincre, j'aime débattre, j'aime discuter, j'aime entraîner aussi les autres avec moi. Mais si vous voulez que je vous dise l'acte fondateur, et paradoxalement, c'est quelqu'un qui a un petit peu disparu de la vie politique, mais à 14 ans, mes parents m'ont amené écouter justement Christian Blanc dans un meeting politique à la Mutualité. Je ne sais pas pourquoi ils avaient choisi cette personnalité, je ne sais pas comment nous sommes arrivés là, mais Christian Blanc, c'était le PDG d'Air France, c'est ça ? Il avait été, à l'époque, je crois qu'il avait été ministre ou secrétaire d'État. Il a été secrétaire d'État, il a été conseiller de Rocard, enfin voilà. Et je crois qu'il sortait justement de son poste de secrétaire d'État quasiment à ce moment-là. Et voilà, et ça devait être en 2004, je pense. Oui, il était secrétaire d'État de Sarkozy. Et donc, en fait, j'ai trouvé cette ambiance, cette atmosphère finalement très réjouissante et très exceptionnelle, de dire je peux parler à un public, je peux le convaincre, je peux le faire adhérer. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment très bien. Et puis après, c'est plus, mais je crois que c'est comme ça aussi que ça fonctionne en politique. En tout cas, je crois que c'est comme ça beaucoup que ça fonctionne en France. Même si on est très attaché à la démocratie, on est toujours un petit peu en recherche du chef un peu exceptionnel qui entraînera la France vers des destins un peu extraordinaires. Voilà, c'est vrai que moi j'ai beaucoup soutenu Nicolas Sarkozy, j'ai beaucoup soutenu Emmanuel Macron, sans parler des convictions politiques, mais par leur énergie, par ce qu'ils dégageaient, par le charisme, et ce qui fait que voilà, ça m'a beaucoup plu cette ambiance politique. Vous croyez à l'homme providentiel ? Je crois que ça joue beaucoup, et je crois que ça joue beaucoup dans l'idéal français de se dire quel est le destin finalement de notre pays, vers quoi il tend, et malgré tout, quand je vois là aujourd'hui, et même, mais ça ne date pas de ce quinquennat, ça date des deux quinquennats précédents, la responsabilité qu'on fait peser sur le président de la République, les attentes qu'on a à l'égard du président de la République, le fait qu'on ait presque envie qu'il s'immisce dans chaque petit arbitrage, qu'on attend sa parole, qu'on s'immisce dans chaque petit arbitrage, ça m'incite à penser que c'est quelque chose qui est assez souhaité, oui, en France. Didier Fischer ? Oui, c'est assez intéressant ce que dit Madame la députée, parce qu'en fait, on voit bien en fait qu'il y a des conceptions différentes aussi de la République selon que l'on soit de gauche ou de droite. Je dirais, le clivage, il existe, il continue d'exister, même si on n'est ni de droite ni de gauche. Le clivage, il continue d'exister, parce que bon, pour la gauche, longtemps, historiquement, finalement, la République, c'est avant tout la République parlementaire. C'est pas la République de l'homme providentiel, justement. Et pour la droite, en effet, c'est plutôt la République, je dirais, avec un pouvoir fort, avec un exécutif fort.
C'est ce que De Gaulle, finalement, réalisera avec la Ve République. Et là, en effet, on est dans cette conception de l'homme providentiel, et De Gaulle fait figure d'homme providentiel, comme d'autres d'ailleurs avant lui. Il y a eu Pétain, il y a eu Clémenceau, il y en a eu d'autres qui ont fait dans notre histoire figure d'homme providentiel. Donc il y a bien des conceptions finalement républicaines qui peuvent être différentes, même si la République, je pense, est partagée par l'immense majorité aujourd'hui des Français, qu'on soit de gauche ou de droite. Et même si, pour peut-être nuancer votre propos, c'est vrai que vous avez raison sur les origines, mais après tout, la gauche, avec Mitterrand, a accepté les institutions de la Ve République, et on ne peut pas dire que Mitterrand soit comporté très différemment des autres candidats à la présidence de la République. Bien sûr, mais ça lui a été reproché aussi par une partie de la gauche. Oui, par une partie de la gauche, notamment Mendès France, qui n'a pas aimé ces institutions. Ah ben oui, bien sûr. Alors, vous vouliez ajouter quelque chose, Florence, sur ce sujet? Non, je crois qu'à peu près. On va revenir un peu justement à l'histoire, parce que c'est intéressant, et on va parler notamment de Léon Blum. Qu'est-ce que c'est les leçons de l'histoire sur la République? Alors justement, Didier Fischer, vous publiez aux éditions Ellipse cette biographie de Léon Blum, et c'est intéressant. D'abord, il faut rappeler que Léon Blum, c'est d'abord un intellectuel qui vient assez tard à la politique, vous le rappelez très bien dans ce livre. Et il se définissait, je crois, par 3 mots, je suis républicain, juif et socialiste. Et l'ordre n'est pas indifférent. L'ordre n'est pas indifférent. En effet, Léon Blum a été un vrai républicain, et il l'a toujours été depuis. D'ailleurs, c'est intéressant de voir ce qu'a été son engagement, en effet, républicain. Il est né dans une famille de petits commerçants au départ, qui a fait fortune d'une certaine façon, mais qui est resté finalement dans cette bourgeoisie commerçante parisienne, mais une famille républicaine. Et ça, c'est important au départ, bien entendu. Ensuite, son engagement républicain, il va le conforter dans des rencontres, notamment avec notamment Lucien Hère, qui était le bibliothécaire de l'école normale et qui était, lui, acquis au socialisme, et qui va conduire, en effet, Blum sur le chemin, ou les chemins, finalement, du socialisme. Et puis ensuite, Blum, dans le cadre de l'affaire Dreyfus, rencontre Jaurès. Et là, les deux hommes ne se quittent plus ensuite. Donc, il est clair que l'engagement, finalement, républicain, l'engagement socialiste aussi de Léon Blum est lié dans une grande partie à des rencontres, Jaurès, plus exactement, mais aussi à des circonstances, à des événements particuliers. C'est l'affaire Dreyfus, mais ensuite, ça va être l'assassinat de Jaurès, ça va être la Première Guerre mondiale, et là, d'une certaine manière, il va véritablement s'engager en politique. Et quand il devient député, vous l'avez dit, il devient finalement député assez tard, c'est-à-dire à 48 ans. Il a une carrière de juriste, il a aussi, d'une certaine manière, une carrière de critique littéraire à ce moment-là, et théâtrale, et il s'engage à l'issue, finalement, véritablement à l'issue de la Première Guerre mondiale, donc en politique, et devient député en 1919. Et justement, mais ça, peut-être qu'on peut en débattre aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est être républicain dans les années 30, disons, on voit bien ce que c'est, il y a les ligues fascistes, les manifestations du 6 février 34, etc., qu'on combat le danger du fascisme en Italie, du nazisme en Allemagne. Donc on voit bien à peu près ce que c'est être républicain. C'était relativement simple, j'ai l'impression que c'était plus simple, me semble-t-il, sous la Troisième République, que ça ne l'est aujourd'hui de définir ce qu'était républicain. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je ne sais pas si c'était plus simple. Il y avait effectivement un vrai combat. Ce qu'il faut voir quand même à cette époque, c'est que je pense qu'il y a une césure dans ces années 30 dont vous parlez. C'est le 6 février 34. Avant le 6 février 34 et après le 6 février 34. Avant le 6 février 34, être républicain, c'est aussi d'une certaine façon rechercher, je dirais, la meilleure république possible, le meilleur gouvernement possible. Il y a toute une réflexion sur
une réforme gouvernementale à la suite de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, Léon Blum va écrire en 1918 Lettre sur la réforme gouvernementale. Et là, on voit qu'il y a une recherche vers, en effet, je dirais, une plus grande part qui pourrait être attribuée en fait au pouvoir exécutif. Et Blum est sur, je dirais, est dans cette voie-là en quelque sorte. Hein. Au sein du Parti socialiste de l'époque, la SFIO, il y a aussi un grand débat autour de ce que l'on va appeler les néo-socialistes, qui là sont aussi en recherche d'autres choses d'une certaine manière. Ils veulent dépasser la question ouvrière et y intégrer la problématique notamment des classes moyennes. Donc on voit bien qu'il y a un vrai débat. Il y a un débat aussi du côté des radicaux, notamment ceux qu'on appelle les jeunes Turcs, qui sont à la recherche d'idées nouvelles, qui prônent pour une réforme de l'État et de l'économie. Donc la République n'est pas contestée, mais au contraire, d'une certaine façon, on essaie de la perfectionner durant cette période. Et puis après, il y a le 6 février 34, et là, effectivement, on est dans ce combat quasi frontal entre ceux qui auraient en quelque sorte voulu renverser la République et les autres, tous ces républicains en quelque sorte, qui vont lutter contre le fascisme, qui vont se regrouper d'ailleurs dans le cadre du comité de vigilance des intellectuels antifascistes par exemple, et tout cela débouchera, vous le savez, sur le Front populaire, bien entendu. Justement, une dernière question après on va dépasser un peu le cas de Léon Blum, mais justement sur le Front populaire, l'alliance avec les communistes, justement, est-ce que c'est quelque chose qui est considéré par certains républicains comme dangereux? Alors, certains ont pu le considérer, mais je pense que le problème, en fait, du Front populaire, c'est que ce ne sont pas les socialistes qui sont en fait à l'origine du Front populaire, mais les communistes. En fait, le Front populaire, il naît d'un retournement de stratégie de l'Alliance communiste en 1934, après notamment la prise du pouvoir par Hitler en Allemagne. Et c'est en fait Thorez qui réclame l'union là au mois de fin mai, début juin 1934, qui réclame l'union, et les socialistes, Léon Blum par exemple, est très réticent par rapport à cette union, justement. Il pense lui plutôt à un piège, il comprend mal qu'on puisse en quelques semaines, en quelque sorte, changer totalement de stratégie. Quelques semaines auparavant, les communistes voulaient toujours plumer en quelque sorte la volaille socialiste, et en quelques semaines, donc, eh bien, il réclame désormais l'unité d'action, c'est le fameux discours en fait de Thorez. Et donc Blum se méfie véritablement de cela et d'une certaine manière n'est pas enclin forcément à accepter la proposition là des communistes. Il y a une méfiance réciproque. C'est un peu les ennemis, enfin les frères ennemis en fait, le parti socialiste et le parti communiste à cette époque. Mais les communistes, et notamment Thorez, va déborder sur sa droite en quelque sorte Léon Blum en prenant langue notamment avec les radicaux. Et c'est là que Blum cède et se lance en effet dans cet engagement en quelque sorte du Front populaire. Et c'est la fameuse manifestation du 14 juillet 35 là, avec ce serment en quelque sorte du Front populaire. Alors, on va passer de Léon Blum à d'autres personnages historiques, mais pour montrer qu'au fond, la crainte des atteintes à la République, elle a toujours existé. Vous vous souvenez de cet épisode très très connu d'une conférence de presse, d'une des premières conférences de presse de Gaulle quand il revient au pouvoir. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales? Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et ai-je une seconde à tenter? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Ça, c'est un épisode évidemment très connu, mais qui est d'actualité, Marie Lebec, parce que on entend ce débat aujourd'hui sur les libertés, sur le maintien des libertés, sur les atteintes aux libertés. Il y avait un article du Parisien récemment, France, ta liberté est-elle en danger? C'est-à-dire qu'on se pose la question. C'est-à-dire il y a en effet le confinement, l'état d'urgence. Est-ce que vous pensez que les libertés sont en danger aujourd'hui ? Alors, moi, je pense que, en fait, il y a deux choses. Il y a, d'une part, il y a la question de la liberté, et puis il y a la question de la sécurité. Et la question de la sécurité, elle est
On est dans une période qui est particulière, mais je ne crois pas pour autant que les libertés soient en danger. Elles sont challengées, mais elles sont d'ailleurs pas forcément challengées par ceux auxquels on pense. Moi, j'écoutais ce que vous disiez sur le 6 février 34, et je me rappelle quand même qu'aujourd'hui, vous voyez, on parle de la liberté de manifester. Vous ne pouvez plus aller manifester sans qu'il y ait des black blocs qui viennent, oui. ou alors, appelons-les autrement si on le souhaite, mais en tout cas des éléments qui perturbateurs, qui viennent provoquer de la violence, qui bien sûr à la fois s'en prennent aux institutions, je pense aux forces de l'ordre, je pense aux banques, etc., mais qui aussi en quelque sorte privent de leur droit à manifester ceux qui voudraient faire part de leur opposition ou de leur soutien à certaines décisions. Je crois que ça c'est assez fondamental. Donc on est peut-être pas challengé. J'imagine que votre question était est-ce que politiquement certains remettent en question nos libertés? Je ne le crois pas. Mais on a des forces. Le pouvoir lui-même est accusé par certains d'attenter aux libertés. D'attentier. C'est la deuxième partie de ma réponse. Non, mais je crois que d'une, il y a des éléments extérieurs qui viennent la challenger, et c'est pour ça que nous devons réaffirmer très fortement notre attachement à certaines libertés et se battre collectivement pour les faire respecter. Et puis, moi, je ne crois pas que, malgré la période que vous avez évoquée, le confinement, l'état d'urgence, même après les attentats, qu'il y ait eu d'atteinte aux libertés. Bien sûr, nous ne les exerçons plus totalement dans le même cadre, mais un des éléments fondamentaux et qui revient sur ce que disait Monsieur le maire concernant par exemple le fait qu'on était sous un régime parlementaire, c'est que le Parlement a continué de fonctionner toujours pendant ces moments de très forte tension, et je crois que ça c'est justement un élément de la préservation de nos libertés. C'est à la fois continuer de débattre et de dire ce que l'on accorde ou non comme pouvoir à l'exécutif. Bien qu'il y ait une critique, on a dit maintenant c'est le Conseil de défense qui prend toutes les décisions et le Parlement n'a même pas non, c'est pas exact. Le Conseil à se prononcer sur ces décisions. Le Conseil de défense ne prend pas toutes les décisions, je ne le crois pas. Je crois qu'effectivement c'est important pour le président d'être dans plusieurs instances, de discuter, d'échanger. Mais à la fin des fins, et ça je crois que c'est un élément qui est important, c'est que vous pourriez avoir, et ce n'est pas le cas, mais vous pourriez très bien avoir un président qui dit le Parlement finalement, moi je suis l'homme providentiel, à quoi ça sert? Mais in fine, le gouvernement est obligé de passer devant le Parlement pour faire adopter tout un certain nombre de dispositions. Même les ordonnances, qui sont souvent des dispositifs très critiqués, pour autant qu'elles soient parfaitement constitutionnelles, elles doivent passer devant le Parlement pour être adoptées, puis pour leur ratification. Donc je crois qu'il y a un certain nombre de garanties, et c'est en ça, moi par exemple, je suis très attachée à la Ve République, c'est que je pense qu'on a su mettre en place, alors bien sûr elle s'est modernisée, elle a évolué, mais un socle et une structure qui permettent justement de préserver nos libertés fondamentales. Stéphane Manson, je reviens à ce discours très, très connu, à cette intervention très connue de Gaulle. C'est vrai que le soupçon d'atteinte aux libertés, il est presque constant dans l'histoire de la Ve République. Il est constant surtout de la part ou des opposants ou des détracteurs de la Ve République. Parce qu'il y a en effet, et Didier Fischer le soulignait à juste titre, des traditions, des points de départ qui sont quand même très différents entre les parlementaristes et les partisans d'un pouvoir incarné, si vous voulez, par une autorité ou par un homme. C'est ce qui explique, je pense, ce débat. Mais pour en revenir à aujourd'hui, je ne pense pas que la République soit menacée par ce que l'on évoque parfois, à savoir une négation ou un amenuisement des droits et libertés, des libertés fondamentales. Parce que l'état d'urgence, c'est une légalité, c'est malgré tout une légalité de crise, mais c'est une légalité quand même. C'est-à-dire que on voit très bien la robustesse de notre système à la fois démocratique, de notre système juridictionnel. N'oublions pas que tous les jours, un certain nombre de mesures gouvernementales, je pense spécifiquement à des décrets, font l'objet dans le cadre de procédures d'urgence, de censure de la part du Conseil d'État. Ça a été encore le cas hier à propos des offices religieux. Donc on voit bien que l'état de droit continue à fonctionner. Il fonctionne en mode dégradé, mais heureusement provisoire, mais il fonctionne quand même. Moi, ce qui me semble
mettre aujourd'hui la République en cause, ou du moins en danger, c'est l'absence ou bien, la distance qu'on observe de la part de nombreux citoyens, de nombreux individus par rapport à l'universalisme de la République et à la volonté de mettre en avant, quel qu'il soit d'ailleurs, je n'ai pas dans mon viseur telle ou telle situation particulière, mais à mettre en avant des particularismes qui sont en revanche une négation de l'universalisme républicain. Du côté des libertés fondamentales, je ne pense pas qu'il y a... On peut toujours faire mieux, et il faut. La République est un programme, mais je ne pense pas qu'on soit dans un danger absolu et que Emmanuel Macron, à l'instar de Charles de Gaulle, ça serait encore pire parce qu'il est bien plus jeune, est dans l'idée de commencer une carrière 42 ans, je vais voilà. commencer une carrière de dictateur. C'est pas à 41 ans que je vais commencer une carrière de dictateur. Voilà ce qu'il pourrait dire. Mais on va justement aborder ce que c'est être républicain aujourd'hui. Juste, Florence Perquet-Deschanquet, les avocats sont assez sensibles justement à cette peut-être à ce qui pourrait être des atteintes aux libertés. Ah bah oui, puisque nous on est censé, enfin en tant qu'avocat, on est des défenseurs, nous sommes des défenseurs de la liberté, et c'est vrai qu'il y a quand même une très grosse inquiétude par rapport aux atteintes, notamment en matière pénale, en matière de droit de la presse, sur ces libertés. Et tous les jours, des avocats en matière correctionnelle, en matière criminelle, vont défendre un certain nombre de principes, qu'on soit en défense ou qu'on soit en partie civile, peu importe, mais vont défendre ce principe de liberté, ce principe d'égalité et ce principe de fraternité. Sur la fraternité, il y avait quand même une décision du Conseil constitutionnel qui a été extrêmement intéressante et importante, rappelant la fraternité et condamnant une décision de justice qui avait condamné une personne qui avait hébergé et aidé des personnes sans papier. Absolument. Et donc la défense de cette personne était justement de mettre en avant ce principe de fraternité pour aider, et de fraternité, d'humanisme. Même contre la loi. Voilà, même contre la loi. Et le Conseil constitutionnel a appuyé cette défense en disant que la fraternité peut être mise en avant à l'encontre justement de certains principes légaux. C'est ce que Mitterrand appelait dans une phrase célèbre la force injuste de la loi. Alors justement, on va aborder maintenant qu'est-ce que c'est être républicain aujourd'hui. On va parler notamment de ce projet de loi qui va bientôt vous occuper à l'Assemblée nationale. Alors, d'abord, je reviens quand même à c'est une obsession chez moi, mais il me semble quand même que dans les années de Blum, au fond, l'immigration était moins forte, elle venait en tout cas beaucoup plus de l'Europe que d'autres pays. Donc, l'idée comme ça de croire dans les mêmes valeurs était plus simple qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est votre sentiment aussi, ou est-ce que je fais un raccourci un peu bêta? Non, mais je pense que c'est surtout que effectivement, de fait, les migrations, au-delà juste de la question de l'immigration, mais les migrations globalement sont plus fortes, et donc il y a beaucoup plus de brassage des populations avec des gens, mais c'est à la fois une richesse et c'est aussi un challenge, je pense, pour notre société, qui viennent de tous horizons avec des valeurs qui sont très différentes et pour lequel justement, et je crois que cette notion d'universalisme qui était évoquée tout à l'heure est très intéressante, c'est qu'il faut, et je crois que c'est le rôle de l'ensemble des institutions, essayer de faire converger tout le monde, à la fois de dire la République c'est un certain nombre de droits, le droit à la liberté d'information, le droit de culte par exemple, pour reprendre les thèmes qui nous intéressent particulièrement en ce moment, mais c'est aussi un certain nombre de devoirs qu'il faut respecter, et parfois ces devoirs ne sont pas intuitifs avec le pays dont vous êtes d'origine. Il y a des gens qui viennent de pays où la religion et l'État se confondent. Donc, un exemple très concret. Dans ma circonscription, on a des familles qui arrivent, des familles qui sont hébergées temporairement et dont les enfants sont scolarisés et qui arrivent de tous horizons. Et certains enfants viennent de pays où, par exemple, l'égalité homme-femme n'est pas un principe. Oui. Il y a des différences entre les petits garçons et les petites filles. Eh bien, les professeurs de l'école publique où ils sont scolarisés me disaient c'est un vrai challenge de faire comprendre à ces enfants qui sont si petits, ils ont à peine 10 ans, qu'un garçon et une fille sont égalitaires.
Didier Fischer, vous n'êtes plus au Parti socialiste, mais vous êtes de gauche par tradition. Il y a une sorte d'idéalisation comme ça par la gauche, notamment de la République, de l'enseignement. Or, on s'aperçoit quand même que ce qu'on appelait l'ascenseur social ne fonctionne plus, que des inégalités se sont creusées, qu'il y a de moins en moins, par exemple, d'enfants d'ouvriers qui réussissent normal sup ou polytechnique. Est-ce qu'on n'a pas un peu idéalisé, au fond, cette idée républicaine, et est-ce qu'elle marche aussi bien qu'on le voudrait ? Bon, incontestablement, il y a des échecs. L'idée républicaine, c'est effectivement aussi un idéal. C'est pas seulement la liberté, l'égalité, la fraternité. Il faut qu'elle se décline à un moment donné de manière très concrète. Et aujourd'hui, il y a, je pense, sur ces sujets-là, des interrogations qui expliquent en effet qu'une partie peut-être de nos concitoyens ne se reconnaissent plus en tous les cas, ou tout au moins considèrent que ces valeurs, eh bien, aujourd'hui, elles sont un idéal, mais elles ne se traduisent pas concrètement dans leur vie de tous les jours. Et je pense qu'il y a des échecs, en effet, en ce qui concerne la République. Des inégalités indiscutablement se sont creusées. On parle d'ascenseur social qui est en panne, et on en parle depuis près d'une vingtaine d'années quand même. Ce n'est pas récent, ce discours. Mais je pense qu'il faut regarder aussi ce qui se passe autour de nous. Regardons ce qui se passe en Angleterre, aux États-Unis, même en Allemagne. On voit bien que là aussi, ces sociétés sont confrontées aujourd'hui à des difficultés très importantes qui, je dirais, peuvent quelquefois tourner à l'affrontement et remettre en cause, d'une manière ou d'une autre, en tous les cas, l'équilibre social. Sinon, à mon sens, je dirais que la République aujourd'hui continue malgré tout d'assurer ses missions. Je ne pense pas qu'elle soit aussi défaillante que certains peuvent le prétendre. Et je pense qu'il serait vraiment dangereux de jeter le bébé avec l'eau du bain en ce moment. Justement, vous avez parlé de l'Angleterre, des États-Unis, qui sont des sociétés plus communautaristes, qui ne sont pas des sociétés républicaines pour le coup. Bien sûr. Finalement, alors vous dites, ces sociétés rencontrent les mêmes difficultés que nous, ou est-ce qu'ils s'en sortent mieux finalement ? Je ne suis pas persuadé qu'ils s'en sortent mieux à l'heure actuelle, bien au contraire. J'ai l'impression que notre pays s'en sort pas si mal à l'heure actuelle. Alors, Marie, sur cette question, vous pensez que non, l'idéal républicain doit être rappelé. D'ailleurs, bon, je rappelle que la loi qu'on appelait la loi sur le séparatisme prend un autre nom, puisqu'elle s'appelait Projet de loi confortant les principes républicains. En quoi il faut renforcer les principes républicains ? Justement, ce que vous disiez, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens qu'on accueille, qui ne sont pas forcément dans les mêmes valeurs au départ, acceptent les valeurs de la République ? C'est un pan, de toute évidence, mais je ne crois pas que ce soit le seul, parce qu'on a aussi des enfants, des jeunes, même des adultes qui sont français et qui remettent en question très clairement le fonctionnement de nos institutions. Il ne faut pas oublier que nous avons effectivement une menace, une pression qui parfois nous vient de l'extérieur, mais nous avons aussi des éléments de l'ultra-gauche qui cherchent à remettre en cause, c'est ce que nous avons vu ce week-end, mais aussi des éléments de l'ultra-droite, puisque on sait que, notamment dans les attentats qui ont été déjoués cette année, il y a de ces personnes. Moi, je crois que l'intérêt de ce projet de loi sur les valeurs républicaines, c'est que la société a changé, la société a évolué, les cadres dans lesquels chacun exerce ses droits et ses devoirs ont beaucoup évolué, et que l'intérêt de ce projet de loi, c'est notamment peut-être de rappeler les cadres fondamentaux dans lesquels les valeurs de la République s'exercent. Moi, je reviens sur cette histoire qui est dramatique. Le droit à caricaturer, par exemple, c'est quelque chose auquel on doit être très attaché. Je trouvais que le président, quand il a été un petit peu parlé justement de ce droit de caricaturer dans différentes interviews à l'international, a été très bon dans le fait de dire, j'entends que certains soient contre. Il était très critiqué par certains.
certains pays. Oui, mais parce que ce ne sont pas leur socle de valeurs. Et ce n'est pas le pays dans lequel je souhaiterais vivre, mais on peut respecter totalement cette situation. Mais je crois qu'il a été très juste dans le fait de dire nous avons... c'est un droit en France et j'entends faire respecter le droit dans mon pays. Et peut-être juste revenir sur ce que vous avez évoqué sur les garde-fous. C'est aussi renforcer le rôle de ces garde-fous. Il y a bien sûr les parlementaires qui interrogent le gouvernement, il y a le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel qui sont d'excellents garde-fous. Et puis il y a divers représentants des institutions et notamment si on prend l'exemple toujours du professeur, de ce qu'il va transmettre et de ce qu'il va passer comme valeur. Je crois qu'il faut aussi pouvoir renforcer le rôle et la parole de ces garde-fous. Peut-être pas tant des parlementaires, mais le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, dire à quel point nous y sommes attachés. Les enseignants, les forces de l'ordre, si on reprend les sujets qui nous intéressaient, rappeler aussi à quel point ils sont les gardiens finalement de nos valeurs. Et je crois effectivement que le risque, au-delà de la remise en question de la République, c'est vraiment un peu la montée des communautarismes, la montée des particularismes qui est très forte dans d'autres pays européens, voire d'autres pays dans le monde, qui peut-être a tendance un petit peu à chercher son chemin en France et contre lequel nous devons lutter. Et je crois que ce texte de loi permettra aussi de rappeler l'universalité de la République. Stéphane Manson, justement, il y a cette phrase qu'on attribue, qui n'est pas de Voltaire, mais qu'on lui attribue. Je ne suis pas d'accord avec vos idées, mais je me battrai pour que vous puissiez les exprimer. C'est peut-être ça qui est difficile à entendre pour certaines catégories de population. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, et puis on se bat. Oui, non, oui, puis c'est pas Voltaire en fait, mais peu importe. Dans l'idée de République, ce qui doit être aujourd'hui mis en valeur, c'est vraiment cet universalisme. Et l'universalisme, au fond, qu'est-ce que c'est? Parce que pas plus que la République, d'ailleurs, on a parfois beaucoup de mal à le définir. L'universalisme, c'est d'un côté le fait qu'il existe un commun, c'est-à-dire une espèce de, si vous voulez, de place commune sur laquelle tout le monde doit pouvoir se retrouver, et la République, c'est partir de l'idée que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise, mais ce qui nous divise ne doit pas être nié, simplement ce qui nous rassemble doit être mis en valeur. Il y a ça d'un côté, et puis de l'autre, l'universalisme, il doit aussi être porté, en chacun de nous. Je me remémorais un petit bouquin de Régis Debray, le philosophe Régis Debray, qui, je ne sais plus, c'était un bouquin, l'un de ses multiples écrits sur la République, justement, et il disait, si ma mémoire est bonne, il disait le républicain, c'est un type assez étrange, enfin, ou une femme assez étrange, c'est-à-dire c'est un individualiste qui a le sens du bien public, et puis c'est d'autre part un indocile qui ne craint pas d'obéir. Il y a en chacun de nous, dans l'esprit de chacun des républicains, il y a cette part d'universalisme qui est fait de droit, qui est fait de devoir, et je pense que c'est cet équilibre qui est important. Il ne s'agit pas de nier, mais il s'agit simplement de mettre en valeur ce qui peut nous rassembler. Et vous parliez de débat, d'acceptation de l'opinion contraire, ça, évidemment, c'est consubstantiel à la République, mais la République, elle a cela à la fois de fort et d'extrêmement fragile, c'est que la République, c'est un système qui admet ses propres fragilités et qui invite à discuter, à améliorer, à débattre de ces fragilités, à l'opposé de bien d'autres systèmes politiques, à l'opposé de bien d'autres systèmes de valeurs. Et c'est ça qui fait à la fois la force et la fragilité de la République. Vous avez raison de souligner, au fond, la République, c'est quelque chose de complexe, même à l'intérieur des individus. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, Marie Lebec, c'est celui de laïcité, qui est consubstantiel à la République. Alors, la République et la laïcité, ça va évidemment de pair. Est-ce qu'il faut renforcer justement cette laïcité? Est-ce qu'il faut revenir sur la loi de 1905 ou est-ce qu'elle peut s'appliquer telle qu'elle est aujourd'hui aux situations actuelles? Alors,
on a eu en préparation de ce texte de loi un débat et un séminaire très intéressant au sein du groupe justement visant à auditionner plusieurs personnalités. On a eu ça ce week-end et déjà peut-être rappeler que quand même la laïcité c'est quelque chose qui est assez français. Je veux dire, il y a assez peu de pays dans le monde qui sont pour lesquels l'État est laïque et je crois que c'est quelque chose dont on doit être fier. Moi j'ai beaucoup réfléchi, il y a ce qu'on peut faire bien sûr en France, mais il y a aussi la perception de ce qu'est la laïcité à l'international. Et en fait, parfois, cette valeur auquel je suis moi-même très attachée, elle a un peu tendance à renvoyer, peut-être à désigner la France comme un ennemi de ceux qui seraient contre la laïcité et qui voudraient la challenger. Et je crois que au-delà de ce texte, il y aura un vrai travail à engager peut-être pour aller expliquer, notamment à travers nos réseaux diplomatiques dans le monde, ce qu'est la laïcité et ce qu'est ce concept oui, parce que c'est un français. concept qui n'est pas évident pour un certain nombre de... D'abord, la laïcité, c'est pas la même chose forcément à l'école que quand on est adulte. Enfin, il y a des différences qui sont en effet complexes. J'ai beaucoup apprécié à l'occasion de ce séminaire la phrase d'un des intervenants qui justement indiquait de dire la laïcité, c'est ce qui permet de devenir un individu et pas une identité. Et je crois que c'est assez fort parce que finalement, c'est le fait de dire vous pouvez être d'origine, enfin de pratique musulmane, chrétienne, juive, peu importe. Vous avez le droit de choisir que vous êtes croyant ou que vous n'êtes pas croyant. Vous avez le droit de choisir la façon dont vous souhaitez pratiquer votre foi. Mais à titre personnel, je crois aussi qu'il faut réaffirmer le rôle de la laïcité, mais aussi le fait de dire que la religion relève de la sphère privée et qu'elle doit s'exercer librement dans la sphère privée, mais que dans la sphère publique, on doit adhérer à ce principe de laïcité, c'est-à-dire le respect d'une forme de neutralité collective. Alors pour conclure, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, dans son discours des Mureaux, le président de la République a dit aussi qu'il faut rendre la République plus attirante. En quoi elle pourrait être plus attirante ? Je pense que sur ce que vous disiez là sur la laïcité, je pense qu'il faut être... la laïcité, c'est pas quelque chose qui exclut. La laïcité, c'est aussi quelque chose qui respecte l'ensemble des croyances et qui est plutôt inclusive, humaniste. Et voilà, ce serait quand même bien de se poser des questions sur les causes. C'est ouvert, au fond. Voilà, la République, c'est ouvert. Et puis, quand on voit effectivement l'immigration qui vient en France et qui vient de toutes sortes de pays, il va falloir se poser des questions sur la façon dont on vit ensemble, même si on a effectivement peut-être des valeurs qui ne sont pas forcément les mêmes, notamment sur la religion, mais on a tous, à mon sens, même les personnes qui viennent ici, elles viennent ici pas pour rien, hein, il n'y a pas que de l'immigration économique, il y a aussi il y a un choix, oui, bien sûr. Voilà, il y a un choix, et je pense que tout le monde est bien d'accord sur liberté, égalité, fraternité. Alors, égalité, ça va dépendre un peu aussi des convictions religieuses, mais au moins, liberté, fraternité, ce sont des mots qui sont forts, des valeurs fortes, et qui doivent je pense que tout le monde doit y adhérer. Stéphane Monson, rendre la République plus attirante, ce serait quoi ? Oh ben Patrice, moi je suis très mal placé parce que je suis républicain pur jus. Moi la République, je trouve que c'est un truc génial. C'est un projet magnifique, c'est un programme extraordinaire. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. Moi je m'y retrouve partout là-dedans. Donc qu'est-ce que vous voulez ? C'est aussi le message sans endoctriner évidemment, mais c'est le message que je fais passer aussi devant les étudiants. Je les invite à y réfléchir, à librement se positionner. C'est ça au fond être républicain, c'est de dire vous avez un système de valeurs qui est à votre disposition, vous pouvez les façonner, les discuter, les mettre en doute, et c'est à vous de vous positionner librement. Donc c'est un projet absolument génial et absolument moderne. Didier Fischer, en quelques secondes, s'il y avait une leçon à retenir de Léon Blum, ce serait laquelle ? Les leçons de Léon Blum, en quelques secondes, c'est un petit peu difficile, mais bon, savoir que Blum, finalement, au péril de sa vie, a défendu la République. Hein. Je pense, par exemple, au procès de Rion. Il n'était pas évident, en effet, de s'opposer de cette façon-là au régime de Vichy. Marie Lebec, pour conclure, alors justement, on est dans une période troublée, difficile, il y a cette crise sanitaire, il y a le terrorisme, il y a des difficultés économiques. Qu'est-ce qui nous ferait espérer aujourd'hui ?
Alors, non, en fait, j'ai réfléchi à votre question pendant que les autres intervenants parlaient. J'ai pas vraiment, j'ai pas d'éléments de réponse. Par contre, ce sur quoi ça interroge, c'est comment est-ce qu'on ramène les Français dans le débat républicain et comment est-ce qu'on les fait participer à la vie démocratique et politique de notre pays. Je crois que si on arrive à remettre cette mécanique, on peut aussi rendre la République plus attractive. Merci beaucoup. Et il n'y a pas que des Français dans la République, et c'est peut-être là un des sujets, je crois, qu'il faudrait aborder. Moi, je pense au droit de vote, notamment des résidents non européens. Ça peut être un sujet que l'on pourrait discuter. Qui est un vieux sujet qui revient comme ça, comme un serpent de mer, et que personne ne prend jamais à son compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie Lebec, merci beaucoup Florence Mercadet-Choquet, merci beaucoup Stéphane Monson, merci beaucoup Didier Fischer. Et je rappelle votre livre Léon Blum, c'est aux éditions Ellipse. Merci à tous les quatre. Merci. Et à bientôt pour un nouveau PAF.